Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors pour ce mercredi, donc je vous propose encore une fois de parler du stand-up paddle, donc une discipline qui se développe beaucoup en Nouvelle-Calédonie. On en parle avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est Sport. Ensuite, c'est mercredi, les sorties cinéma, donc on en parle avec Chloé dans notre rubrique Demander le programme. Et enfin, pour notre rubrique Grandeur Nature, je vous propose de parler d'un sujet intéressant, donc avec notre ami Camille Monnier, le recyclage du verre. Donc, avant de développer tous ces sujets, je vous propose de retrouver tout de suite notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Gilbert Tong, qui est le président du Cercle des auteurs du Pacifique. Donc, le cercle est très méconnu en Nouvelle-Calédonie. On est là pour parler un peu justement de ce cercle. Alors, quelle est l'histoire du Cercle des auteurs du Pacifique? Nous sommes quand même, on existe depuis 20 ans. Nous sommes à peu près 80 écrivains, c'est le terme peut-être d'écrivains, conteurs d'histoire calédoniens. Et on a produit près de 200 ouvrages quand même sur le territoire, quoi. Je crois que notre particularité, c'est qu'on n'a jamais été des mendiants. On n'a jamais demandé des subventions. Ça, c'est un peu mon esprit kanak à moi. Parce que moi, je suis né à Lifou. Je viens de Lifou. Alors ça, je revendique mon côté kanak. Alors, vous avez dit qu'on n'est pas des mendiants, mais pour écrire un livre, ça a quand même un coût. Chacun participait à son livre, quoi. Par exemple, vous appelez de Rocher à la Voile, par exemple, c'est 12 artistes ou 14 artistes locaux qui ont fait ce bouquin, quoi. Et moi, entre-temps, j'en ai fait un pour raconter un peu toutes les péripéties de ma vie, comme globe-trotteur un peu de Calédonie, quoi. D'accord. Alors, la Maison du Livre existe depuis longtemps, c'est beaucoup médiatisé. Donc, vous êtes des auteurs qui écrivez justement, on va dire, des beaux ouvrages, on va dire ça. Donc, est-ce que vous avez une relation, par exemple, avec la Maison du Livre? Je pense qu'on a toujours été ignoré, je ne sais pas pourquoi. Mais pourtant, nous sommes animés par la passion du livre, de l'écriture, comme tout le monde. Moi, je ne pense pas qu'il faille ouvrir une polémique entre eux et nous. Eux, ils existent, ils ont de l'argent, chapeau. Nous, on existe, on aime écrire, on aime se rencontrer, on a une autre philosophie qui est différente de la leur, c'est tout. Alors, quelle est votre philosophie? Notre philosophie à nous, c'est d'essayer d'avoir le maximum de jeunes de venir nous rencontrer, se connaître, échanger et surtout partager les idées ensemble. Et là, je profite de votre télévision pour demander à nos jeunes des îles d'écrire, de ne pas avoir peur d'écrire, de raconter des histoires. De plus en plus maintenant, on recherche, non pas le passé, mais on recherche des histoires. Les gens qui arrivent ici ne connaissent pas la Calédonie. Moi, ça fait 50 ans que je fais du tourisme. Ben, je vous dis que dans le monde entier où je passe, on ne connaît pas la Calédonie. Alors, il y a 80, vous le disiez tout à l'heure, il y a 80 auteurs dans le cercle des auteurs du Pacifique. Qu'est-ce qui fait que les auteurs, justement, s'intéressent à ce cercle? Quels sont les thèmes que vous abordez entre vous? Quels sont les échanges? Peut-être que nous sommes les meilleurs, d'une certaine façon. Non, je pense que c'est un groupe d'amis, c'est un groupe, on a une philosophie à part, où on se cherche, comme je disais, c'est partager. Et on souhaiterait un jour que le gouvernement, la mairie, les autorités nous regardent un peu avec des yeux beaucoup plus ouverts en disant qu'est-ce qu'ils ont fait. On a quand même sorti 200 ouvrages depuis. Donc il faudrait nous reconnaître de temps en temps. Alors j'ai regardé un peu sur votre site internet, il y a des gens qui ont des expériences diverses, comme par exemple Patrick Genin qui est docteur, il écrit aussi des livres. Donc c'est ça votre particularité en fait. Ce sont des gens qui ont des expériences un peu partout, c'est ça. Exactement, oui. Par exemple, sans parler de moi, ça fait quand même 50 ans que je suis dans le tourisme, quoi. Et depuis 50 ans, on n'écoute jamais. J'ai lancé les croisiéristes grâce au grand chef Siazé de Wedge en 1995. Et c'est là que s'est démarré la croisière en Nouvelle-Calédonie. Et dans 2 ans ou 3 ans, la Nouvelle-Calédonie va accueillir près d'1 million de croisiéristes. Finalement, c'est ce genre d'expérience qui vous permet d'écrire. Exactement. C'est exactement. Nous, on a quand même des écrivains australiens, néo-zélandais, japonais, qui font partie de notre cercle, qui correspondent avec nous. Mais c'est pas seulement cette expérience, mais il faut avoir la technique. Écrire un livre, c'est pas facile. Nous avons quelques
quelques grosses têtes chez nous aussi. D'accord, ok, c'est ça le secret. En fait. Voilà, il y a quand même des grosses têtes, c'est pas la peine de citer les noms, pour créer de jalousie. On a quand même quelques grosses têtes qui sont là pour aider les jeunes à se lancer, quoi. Mais moi, quand j'ai écrit, j'ai simplement écrit comme ça. Hein. Moi, j'ai écrit à la calédonienne. Mon bouquin, c'est 100% calédonien. Donc il y a des gens qui font de la Voilà, lecture. voilà, exactement, exactement. D'accord. Alors il y a quelqu'un des cercles aussi qui est déjà venu dans nos studios pour parler de la fameuse édition. Aujourd'hui. Ah, c'est Madame Colombani. Voilà, Hélène. Colombani. Ah, Hélène, c'est une grosse tête. C'est une grosse tête. Bon, justement, nous avons la chance d'avoir dans notre cercle des gens comme Hélène qui est là pour épauler et aider les jeunes dans leur ouvrage, quoi. Alors justement, qu'est-ce que vous organisez au sein du cercle? Je crois qu'on a été les seuls. Échanges? Nous avons été les seuls à aller à l'extérieur. Nous avons fait Boulou-Paris, La Foix, Nouméa, Mont-d'Or. On est allé avec de la musique, créer une ambiance différente jusqu'à presque 2 h du matin. On était ensemble, on dialoguait avec les gens nous posaient des questions, on était au contact des gens. Hein. Et avec les scolaires, par exemple, est-ce que vos livres sont utilisés comme support pédagogique à l'université, dans les écoles primaires, dans le collège? Mais non, mais pas tout. C'est ça qui manque. On n'a pas le côté médiatique. Cette chance aujourd'hui de pouvoir dire aux gens, nous existons, venez nous voir. Ne nous ignorez pas, quoi. Il y a quand même 80 bonhommes derrière, quand même. 200 ouvrages. Mais on n'a pas les moyens financiers. Et pourtant, l'université, comme les universitaires, enfin, comme les collèges ou les primaires, pourraient tirer un avantage avec vos œuvres. Vous savez, il y a des choses extraordinaires en Calédonie. Je vais vous parler de la croisière, une chose qui est amusante. Lorsque je suis allé une fois dans un grand service pour dire, voilà, je voudrais inviter les enfants du territoire des écoles à venir à bord des bateaux pour leur expliquer la sensibilisation du tourisme. Ce que c'est que le tourisme. Que rapporte le tourisme, les retombées du tourisme. On m'a dit, oui, mais votre programme, M. Tang, c'est un programme touristique, ce n'est pas un programme pédagogique. Et ce que j'ai répondu à ces gens-là d'intelligence supérieure, j'ai dit, moi, je n'ai jamais été à l'école, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais ce que je vais leur montrer, ils n'y a pas dans l'école. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils aillent toucher le produit. Par exemple, sur les croisières, ils découvraient la sécurité, ils découvraient l'hygiène, ils découvraient la rencontre internationale. C'est ce qu'on n'a pas. On a tendance ici à rester enfermés, comme les tortues, on rentre la tête ou les la sortir. Alors finalement, les thèmes abordés dans vos romans ou dans vos ouvrages sont divers. Par exemple, Patrick Genin, qui est docteur, a écrit le livre La Grotte parce qu'il est docteur à l'IFU. Vous écrivez sur le tourisme parce que vous avez vécu. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans les ouvrages qui sont dans le cercle des auteurs de Pacifique? Écoutez, il y en a tellement. Il y en a tellement. Là, je vais faire un parallèle avec le tourisme, parce que c'est quand même la découverte à Tahiti. Il y a le FIFO, il y a tout, on ne vient jamais faire ça le FIFO ici. On ne fait rien ici, je m'excuse. Et le silo par exemple, est-ce que vous participez à ce genre d'événement? Le FIFO? Non. Le silo? Non, non. On n'est pas invité. Ok. Alors justement, quelle est la prochaine rencontre qui attend le cercle dans les prochains jours? On voudrait bien, par exemple. On voudrait bien être un jour reconnu, invité et discuter. Et puis bon, si on a des points négatifs entre nous, qu'on les mette sur la table et qu'on en parle, mais face à face, mais pas derrière. Moi, je suis né dans une ligne droite et je voudrais bien rester dans cette ligne droite tout le temps. Voilà, donc un appel est lancé justement aux auteurs de la Maison du Livre ou aux auteurs de la Calédonie qui organisent ce genre de rencontre. Quel est le projet qui vous attend, là, le cercle, pour les prochains jours? Une prochaine rencontre qui est prévue entre les auteurs? L'ouverture à l'écriture à tout le monde, quoi. Hein. D'accord. Aux broussards, aux gens des îles. Je voudrais bien que les enfants écrivent, de plus en plus. Oui. Alors maintenant, tous les enfants, ils vont prendre l'iPad et... C'est incroyable, quoi. Voilà, donc l'appel est lancé de la part de Gilbert Tong, qui est le président du Cercle des auteurs du Pacifique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je m'excuse si j'étais méchant. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est la fin de cet entretien. Nous passons tout de suite à l'agenda du pays.
Bonjour Anna, on te retrouve pour l'agenda donc de ce mercredi. Alors qu'est-ce qu'on a au programme au pays? Bonjour Élise, bonjour à vous. Programme chargé, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc tu as beaucoup d'informations. Voilà, on commence par une info qui concerne donc les jeunes ou même les moins jeunes. Ça concerne la reprise des mercredis sportifs et ça rentre dans le cadre donc de Sport Action. Et donc ça se passera à partir du mercredi 18 février. Donc pour tous ceux et celles qui sont intéressés, eh bien, il faut se rapprocher de l'animateur sportif de votre quartier ou alors contacter tout simplement le service des sports de la mairie de Nouméa au 23 26 50. Et on passe à la danse, si tu veux bien. Ok, moi je suis une grande danseuse. Ça va t'intéresser. Bon, là, on s'adresse en particulier aux gens du Nord. Hein, ah oui, c'est vrai, ils aiment bien danser. Voilà, ils aiment bien danser là-haut dans le Nord. Et donc, c'est l'association Avenue de la Salsa donc, qui informe tout le monde de la reprise des cours depuis le 16 février. Donc, tout le mois de février, bon, c'est à savoir, hein, les cours seront gratuits. Et puis, les inscriptions débutent par contre, au mois de mars. Il faut préciser que pour l'instant, il n'y a pas encore d'endroit bien défini pour ces cours, mais il y a un numéro si vous désirez avoir des renseignements. Il suffit d'appeler le 78 36 12. D'accord. Et pour les horaires, quand est-ce qu'on pourra... Alors, écoutez bien, prenez un stylo, du papier ou enregistrez, je ne sais pas, faites comme vous voulez, mais retenez bien les horaires. Alors, le lundi, ça se passe de 18h30 à 19h30. Là, on parle du West Coast Swing. Alors, c'est pour les débutants. Ensuite, de 19h30 à 20h30, on passe à la salsa. Cette fois, pour ceux qui sont à un stade un peu plus avancé. Et à partir de 20h30, c'est la troupe de l'association donc, qui fait ses entraînements. D'accord. Ensuite, le mardi, là, on parle du rock'n'roll. De 19h à 20h15. Ça, c'est pour les intermédiaires. Et ensuite, on passe à la salsa pour ceux qui sont un peu plus avancés, de 20h15 à 21h30. Le mercredi, là, c'est réservé aux enfants, de 14h à 15h30. Et ensuite, pour les ados, de 15h30 à 16h30. Et enfin, pour tout le monde, pour le rock, la danse de salon, tout ça pour les débutants, à partir de 19h à 20h. Et ensuite, on termine avec la salsa, pour les débutants cette fois, de 20h à 21h. Et ensuite, le jeudi, là, on parle de la kizomba, et c'est de 19h à 20h. Et enfin, la bachata, de 20h à 21h, cette fois, pour les débutants. D'accord, bon, bah, ça me donne envie d'aller, Tu veux faire quoi? Kizomba ou la bachata? Je veux devenir une kizambeuse. Enfin, si c'est comme ça qu'on appelle, bon, pour plaisanter. T'as le choix. Et ensuite... Alors, c'est pas fini pour la danse. C'est pas fini pour la danse. Cette fois, on descend dans le sud. Alors là, on parle de Zumba cette fois avec la Zumbea qui s'installe donc sur la commune de Dembéa. La Zumbea, c'est une jeune association qui vient d'ouvrir, qui ouvrira ses portes à partir du 9 mars. D'accord. Alors tout à l'heure, les cours de danse, ils étaient donc gratuits. Est-ce que là, c'est gratuit ou c'est payant? Là, par contre, il faut avancer les deniers, mais bon, c'est abordable, hein, puisque pour les cours d'ouverture, donc c'est à partir de 1000 francs. Ensuite, le cours à l'unité, il est fixé à 1200 francs. Et ensuite, on a une carte, un choix à la carte. Alors, pour la carte de 10 cours, c'est 10 000 francs. Et pour la carte de 20 cours, c'est 16 000 francs. D'accord. À savoir que pour les mineurs, les étudiants et les détenteurs de la carte multipass, c'est à demi-tarif. Donc, c'est assez intéressant. Et tout ça se passe, bien sûr, dans la commune de Dembéa, à la salle d'expression corporelle d'Auteuil, voilà, pour être plus précis. On peut aussi contacter des personnes si on veut avoir plus de renseignements. Alors, soit c'est Eve qu'on peut contacter au 90 22 85 ou alors Céline au 76 53 39. Voilà, ce sont les deux instructrices de Zumba. Alors, donc voilà les infos. Hein, c'est bien mouvementé. Hein, on parle beaucoup de danse. Et il paraît que le musée aussi de Nouméa recherche des photographies pour faire une exposition, c'est ça? Oui, alors là, ça rentre dans le cadre, en fait, de la programmation 2015, donc le musée de Nouvelle-Calédonie et l'association des amis du musée. Donc, voilà, ils lancent un appel à vous tous, les Calédoniens. Ils recherchent, en fait, des photographies d'archives
privées qui ont été prises lors du festival mélanésien. Donc, c'était en 1975. Donc, cette année, en fait, donc les 40 ans. Alors, ces photographies, elles serviront à réaliser une exposition qui sera présentée du 2 au 7 mars au musée. Et l'idée, en fait, c'est de mettre en avant des portraits de femmes kanak et calédoniennes, donc, qui ont participé à ce festival-là. Et puisque cette semaine, justement, la semaine de l'expo, là, ça sera... cette semaine-là sera célébrée en fait la journée de la femme. Voilà, c'est bien, hein, c'est bien, je trouve, parce que Mélanésia 2000 a été vraiment un moment fort hein, de la quête de l'identité kanak. Et puis c'est un événement qui a permis justement la prise hein, de conscience, on va dire, pour tous de l'existence de la culture autochtone, mais surtout que notre culture est bien vivante, quoi. C'est pas du folklore, c'est que notre culture est réel. Donc, un appel à vous tous, calédoniens, si vous possédez des photos et que vous voulez bien les mettre à disposition du musée, vous pouvez contacter soit le musée ou Jessica Wamiton au 27 23 42. Alors, je vais t'aider quand même à énumérer quelques informations. La MLIJ, hein, la mission locale d'insertion des jeunes, propose donc un forum pour tous les jeunes du Nord hein, qui veulent des renseignements pour une formation et qui ont un projet professionnel. C'est ça, Anna? Oui, c'est bien, Élise, tu m'aides un peu à... Oui, il y a beaucoup d'informations. Diffuser l'info, il y en a beaucoup. Alors, c'est un forum, en fait, qui est dédié à la découverte de tous les dispositifs et des partenaires aussi de l'insertion en province Nord. Alors, lors de cette journée, les jeunes, ils trouveront quoi? Eh bien, toutes les formations disponibles et accessibles. Il y aura aussi les métiers porteurs et réalisables. Et puis enfin, les possibilités de création d'activités économiques. Ensuite, en ce qui concerne le forum, c'est où? Ça sera à Coné. Ça va se passer à Coné et toutes les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent surtout y participer, eh bien, il faut s'inscrire auprès de la MIJ de Coné et avant le 26 février. D'accord, et voilà, et c'est pour préciser, donc ces inscriptions sont à faire pour pouvoir ensuite participer à la journée qui se déroulera le mercredi 15 avril à Coné, et puis de 8h30 à 15h30. Et puis, il faut s'inscrire auprès de la MLIJ de Coné avant le 26 février. Voilà, et pourquoi il faut s'inscrire? Bien, parce que le transport et le repas ils seront pris en charge par la MIJ. Donc, bonne raison de s'inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne serez pas pris en charge. Donc, si vous voulez participer du transport et du repas, et donc il faut être au préalable inscrit. Alors, j'ai entendu parler d'une autre information. Donc, la province Nord organise son assemblée, son assemblée qui sera ouverte au public. Oui, c'est ça. Chaque année, hein, elle organise des assemblées. Alors, reprenez le stylo et le papier parce qu'il faut noter, il y a plusieurs dates. Donc, la première assemblée publique, elle se tiendra bientôt, c'est le 27 février. Ensuite, il y en aura une autre le 24 avril, une autre le 19 juin. Ensuite, ça sera le 28 août, une autre encore le 22 octobre. Encore une suivante le 23 octobre et enfin la dernière le 17 décembre. Voilà, si vous souhaitez justement assister à des débats, on va dire politiques qui concernent notre société, voilà, vous pouvez aller assister donc dans l'enceinte de la province Nord. Et pour finir, toujours dans le Nord, un concours d'art. Oui, on passe cette fois à l'art. Alors là, c'est du côté de Coné, hein, c'est l'école EMI Arts, donc c'est un concours d'art et en fait, c'est l'image, c'est l'école du son et de l'image, donc qui se situe à Coné. Donc, elle organise un concours qui s'adresse à tout le monde. Et le gagnant ou la gagnante, eh bien, verra son œuvre en couverture du magazine EMI Art, qui, on le souligne quand même, sera tiré à 3000 exemplaires quand même. Alors, comment faire notre dessin? On fait avec un simple crayon, un simple stylo Comme tu veux, si tu veux te lancer dans le concours, Élise, ou si ça vous intéresse. Je suis pas trop dessinée, donc, le choix des outils est totalement libre. Hein. Ça peut être le bic, le feutre, le pinceau, la bombe, l'infographie. Alors, pour l'infographie, c'est 200 ou 300 dpi. Ça peut être la photographie aussi. Ensuite, il faut envoyer donc l'illustration par mail au format JPEG ou PDF ou par boîte postale. Alors, pour l'adresse mail... c'est accueil@emi.nc.
Voilà, donc avis à tous les artistes, à vos crayons, car vous avez jusqu'au 20 février, donc il vous reste 2 jours pour envoyer vos dessins. Et on rappelle le thème le thème, en fait, l'objectif, c'est de créer un nouveau logo pour l'école EMIA en s'inspirant du logo MTV. Alors pour plus d'informations, donc je vais donner le numéro à la place de Anna, donc le 42 12 75. J'espère que vous avez tout noté. Merci Anna. Et puis on te retrouve demain pour l'agenda et pour la rubrique On s'occupe de vous. À demain Élise et à demain à tout le monde. Voilà, donc on passe tout de suite à notre rubrique C'est sport. Bonjour Jamie, donc on poursuit la semaine sportive avec un sport qui est à la cote en ce moment et on en a déjà un tout petit peu parlé, donc le stand-up paddle. C'est ça, bonjour Élise et bonjour à tous. Le stand-up paddle à la rencontre des Calédoniens, tandis que la plupart des disciplines sportives sont en mode vacances. Le stand-up paddle en a profité pour sillonner le pays. Objectif, promouvoir la discipline. Donc c'est un travail qui a été mené par l'association Nouméa Glisse ANG qui a décidé pendant le mois de janvier d'emmener cette discipline au plus près des Calédoniens. Avec la caravane, c'est une dizaine de planches qui étaient mises à disposition des participants, larges et stables avec des rames réglables. C'est en effet un matériel conséquent pour assurer confort et plaisir afin de bien connaître, de mieux connaître plutôt les vertus de cette discipline. Voilà, et faire découvrir le stand-up paddle aux Calédoniens, donc c'est une opération qui s'inscrit dans un cadre bien précis. Voilà, dans un cadre bien précis, dans un événement, le premier événement du genre ici en Nouvelle-Calédonie, un événement qui a été lancé par l'association Nouméa Glisse ANG intitulé Women Sup Tour 2015. Et à cette occasion, sur différentes communes, plusieurs disciplines dérivées du SUP ont aussi été proposées. Du yoga et du fitness, on appelle du SUP yoga et aussi du SUP fitness, des activités uniquement réservées aux enfants mais surtout aux dames. Et l'avantage de ces sports dérivés, c'est qu'ils proposent une autre manière de faire du SUP, une autre approche aussi, et puis c'est surtout beaucoup plus ludique, plus agréable et moins éprouvant physiquement. Alors l'aspect physique du SUP, là on est plutôt dans la compétition. Oui, voilà. Après, quand on rentre dans la compétition, c'est beaucoup plus d'entraînement. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus physique. On peut le voir aussi avec Titou Ampouyo lors de ses performances. Et puis aussi, il y a une personne qui avait effectué Bourail-Nouméa, qui a rallié Bourail-Nouméa en stand-up paddle. Mais bon, là, on va dire que c'est moins rigolo, c'est plus éprouvant. Et puis là, on rentre vraiment dans l'aspect compétition. En parlant de compétition, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, actuellement, c'est vraiment la référence du stand-up paddle dans le monde entier, puisqu'on a un champion. La référence, c'est Titou Ampouyo, champion du monde dernièrement, qui a été sacré champion du monde au Nicaragua, mais il est également champion de France. Et puis, bien évidemment, champion de Calédonie, des titres qui ont été glanés en l'espace de 2 ans. C'est vrai, on a assisté à une progression fulgurante pour un champion qui a fait ses classes dans le Var. Voilà, une ascension rapide. À l'image de la discipline dans le pays, ces derniers mois, le pays a connu une véritable montée en flèche de la discipline. Alors, est-ce un phénomène de mode ou vraiment le stand-up paddle peut, on va dire, s'implanter au même titre que le kitesurf ou le windsurf? Alors, c'est une question qui revient assez souvent. Ce qu'il faut retenir, Élise, c'est que le stand-up paddle est une activité qui est accessible à tous. C'est pas compliqué à comprendre et pas compliqué à pratiquer, donc pas difficile à apprendre. C'est surtout le fait que ça s'apprend très rapidement. Tu n'es pas obligé d'effectuer des heures de formation ou d'apprendre de passer plutôt par des écoles pour pouvoir pratiquer du stand-up paddle. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir à l'intérieur de ce reportage qui va suivre tout de suite. Direction Yingen à la rencontre de ces jeunes pratiquants. C'était durant un stage et c'est un reportage signé Aurélie Chiran.
c'est la SPTT Nouméa Ulysse, qui est une association qui a pour but de promouvoir les sports nautiques. Donc à travers nos disciplines, c'est le kitesurf, le windsurf et le stand-up paddle. Donc on a voulu mettre ce projet en place au niveau du stand-up paddle, une caravane itinérante dans différentes communes du territoire pour promouvoir la pratique sportive féminine. Et nous, on a trouvé que le stand-up paddle, parmi les activités qu'on proposait au sein de l'association, c'était quand même quelque chose qui était très accessible et ludique et facile à apprendre et puis qui est en plein essor. Donc on a trouvé ça sympa de faire partager notre passion avec les populations de la Grande Terre. Ok, je vais ramer comme ça, le long de la planche. Pour avancer à droite, à gauche, d'accord. Si je veux tourner à gauche, je fais un arc de cercle. Ici, j'éloigne bien la pagaie de la planche et je mets toute la balle dans l'eau, jusque là. Si je veux tourner à droite, je fais pareil à gauche, je fais un arc de cercle. Bien de l'avant jusqu'à l'arrière. Si je fais juste de là jusque là, ça va pas suffisamment tourner. On a fait découvrir également des disciplines associées au stand-up paddle, c'est-à-dire le fitness et le yoga. Tout simplement du fitness sur une planche de stand-up et du yoga sur une planche de stand-up. Ce qui rajoute un petit peu de difficulté avec l'équilibre qu'on doit sans cesse réguler. Et du coup, on travaille un petit peu plus au niveau des muscles, c'est plus efficace. Et puis surtout, on est dans un cadre sympa, dans un environnement sympa, on est sur l'eau. C'est agréable de faire un exercice physique dans ce cadre-là. Et ce qui fait que ça plaît autant aux femmes, c'est que quand même, c'est physiquement, on travaille tout le corps. Donc on a un développement harmonieux des muscles, on se sent bien, on se sent en bonne santé, on se sent en forme en travaillant tout son corps, mais en même temps en se faisant plaisir parce que les sensations de glisse, c'est vraiment sympathique. Et puis là, de les avoir sur un support aussi accessible et aussi ludique et aussi facile d'accès, c'est ça qui fait sa popularité. Super, donc tu sais déjà te mettre debout, te diriger, tout ça? C'est bon? Est-ce que tu veux que je te redonne des petits conseils ou... Ouais, je vais attendre les deux et comme ça on va expliquer en même temps. C'est facile, mais il faut juste trouver l'équilibre. Sinon ça va, c'est cool. J'ai trouvé les exercices un peu durs. Mais bon, c'est bon pour les abdos et tout. Oui, je pense que je vais revenir. C'est une nouvelle expérience. Elles sont timides, elles ont peur, mais une fois qu'elles voient les autres dessus, elles ont tout envie d'essayer et elles ont adoré, même elles en redemandent à refaire un tour, à refaire du fitness, à refaire du yoga, à savoir où est-ce qu'elles peuvent pratiquer. Donc ça montre quand même qu'au départ, ça fait un peu peur. On n'a pas forcément envie de tomber dans l'eau, on ne sait pas trop, on a peur de ne pas tenir sur la planche. Et en fait, quand on ose y aller, quand on ose, nous on est là justement pour montrer que c'est facile, que c'est pas trop compliqué. On donne les bons conseils. C'est facile pour tout le monde et elles en redemandent. C'est ça qui, donc pour nous, c'est vraiment encourageant et de se dire ça plaît à tout le monde. Là, on est à Yingen, Yingen, ça plaît. À Point-d'Imier, ça a énormément plu. Donc pour nous, c'est que du bonheur. On est content d'avoir pu partager notre passion et cette discipline avec les gens du Nord. Et on repose, on relâche. Donc Jamie, mais nous aussi on faisait le stand-up paddle avant, on faisait le radeau, nos vieux quoi. C'est vrai qu'en tribu on faisait du stand-up, on fait toujours d'ailleurs du stand-up paddle. D'une rame, on a Voilà, un bambou. la planche qui est remplacée par les bambous assemblés et puis la pagaie qui était, c'était le bambou qui faisait office de pagaie. Bon, un peu plus lourd le radeau, pas comme... Imagine, alors comment est-ce que... Il ne reste plus qu'à le mettre en place, mais en version compétition, on va essayer de remonter la Necha. Voilà, mais là, il faudrait s'entraîner toutes les rivières du pendant une année carrément. Alors comment est-ce que cette discipline est perçue par l'élite du surf? Je pense qu'ils sont un peu dérangés par ça. Alors voilà, oui, c'est vrai que cette discipline, de manière générale, et puis surtout, après avoir interrogé
par téléphone certains professionnels et certaines personnes élites du surf ici en Nouvelle-Calédonie, cette discipline est perçue comme une nouvelle façon d'approcher la vague, un jouet de plus pour aller rider, voilà, entre guillemets. Donc on revient à ta question, Elise, comme tu disais tout à l'heure, est-ce un phénomène de mode? Alors pour l'élite du surf, selon quelques membres donc, que j'ai pu interviewer au téléphone, le SUP marche très bien car il est très facile à pratiquer. 20 minutes de pratique suffisent pour en faire toute l'année. Donc, ce n'est pas compliqué pour apprendre, contrairement au kitesurf ou au windsurf qui nécessitent tout de même quelques heures d'apprentissage et une formation pédagogique. En l'occurrence, pour le kitesurf, tu es obligé tout de même de passer par une école donc, pour savoir maîtriser l'objet, comment on appelle ça, l'engin tout simplement, la planche. Et puis, bon, tu es obligé de passer par une école pour avoir cette petite culture de la glisse et puis du vent surtout, et apprendre surtout les règles de sécurité. Donc voilà, ça c'est le point de vue des surfeurs de manière générale, du moins pour les 3 personnes que j'ai eues au téléphone. D'accord. Et comme les Calédoniens sont souvent pressés d'aller sur l'eau pour surfer et faire justement du sport de façon conviviale, il n'est pas étonnant que le SUP se développe justement très bien en Calédonie. Voilà, en effet, c'est une discipline qui attire davantage de pratiquants, une discipline ultra médiatisée. Certains disent que pour une discipline qui débute, sa médiatisation est un peu excessive et une véritable aubaine, notamment pour les grandes marques de surf qui ont envie de basculer leur production dans la fabrication d'équipements de stand-up paddle. Comme le kitesurf, ça marche mais doucement, et puis que le windsurf est en déclin mondialement, le stand-up paddle, il faut le reconnaître, comme il connaît une véritable ascension, une ascension fulgurante et je veux dire un véritable marché, un beau marché pour ces vendeurs d'équipements qui d'ailleurs n'hésitent pas à basculer leur production, là je le répète, basculer leur production dans le stand-up paddle tout simplement parce que c'est une discipline qui marche, facile à pratiquer et puis tous les gens adhèrent, voilà, et puis c'est une discipline qui peut-être que tu peux la faire avec tes enfants et en famille. Donc c'est pour ça que c'est un effet, c'est une activité qui marche beaucoup. Après là, à se demander si est-ce un effet de mode, je pense que là, seul le temps nous le dira. En tout cas, voilà, les surfeurs, l'élite, les surfeurs l'élite du surf ici en Nouvelle-Calédonie, ils se disent que peut-être que le SUP va peut-être dans les prochaines années, enfin ils doutent du fait qu'il s'implante au même titre que le kitesurf et le windsurf ici en Nouvelle-Calédonie. Affaire à suivre et puis seul le temps nous le dira. Voilà, et puis qui sait, peut-être que pour une prochaine discipline, on enlèvera toutes les voiles et puis ce sera de nouvelles disciplines. Tu vas ramener avec les mains. Comme avec la planche, on a enlevé la voile du surf, et bien là, peut-être qu'avec les catamarans et tout, on enlèvera toutes les voiles et puis ça fera des nouvelles disciplines, qui sait. On verra avec le temps encore une fois. Voilà, une fois, on va encore embêter les surfeurs. Merci Jamie. Avec plaisir Elise et puis merci à tous. Allez, on retrouve notre ami Mara pour notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Elise, écoute, ça me fait plaisir de te retrouver. J'imagine que ça a dû être difficile pour toi de ne pas avoir de nouvelles de la science pendant tes vacances. Pas du tout, tu m'as pas manqué, non, je plaisante. Oui, avoir des nouvelles des dernières recherches de nos chercheurs, oui, c'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles de notre amie Rosetta. Rappelez-vous, la sonde spatiale qui est partie rejoindre la comète Chury en novembre dernier. Rosetta aussi m'a manqué. Alors, qu'est-ce qu'elle devient et qu'est-ce qu'elle nous a donné comme information sur cette comète? Bon alors, rappelez-vous, une des questions qui taraudent les scientifiques dans le cadre de cette mission, c'est d'où vient l'eau qui recouvre la surface de notre planète, la Terre. Pourquoi cette question? Eh bien, tout simplement parce que la réponse pourrait nous aider à expliquer le mystère de l'apparition de la vie sur Terre, cette fameuse question qui reste pour l'instant sans réponse. Et parmi les scénarios envisagés par les chercheurs, l'un d'eux avance que les comètes ou les astéroïdes auraient pu déposer l'eau sur notre planète pendant un bombardement intensif qui aurait eu lieu il y a 4 milliards d'années. Alors, est-ce qu'ils ont pu avoir des données intéressantes avec Rosetta? Alors,
instrument qui avait été embarqué sur la sonde, un spectromètre appelé Rosina, eh bien ce spectromètre a analysé les gaz qui composent l'atmosphère de la comète. Donc les données ont permis aux scientifiques de détecter de nombreuses molécules, dont de la vapeur d'eau en proportion importante. Donc il y a bien de l'eau sur cette comète. Et oui, en effet, puisque les comètes sont principalement constituées de glace. Donc on retrouve forcément des molécules d'eau. Par contre, le spectromètre a pu analyser la composition chimique précise des molécules d'eau, qui dépend bien entendu des conditions dans lesquelles les molécules se sont formées. Et ça a permis donc de faire une comparaison avec les molécules d'eau que l'on retrouve sur Terre. Donc d'après les mesures effectuées par Rosina, eh bien l'eau qu'on retrouve sur la comète diffère de celle qui est présente sur la Terre. Ah donc ça voudrait dire que en fait l'eau sur la Terre ne vient pas des comètes, mais du coup elle vient d'où? Alors, oui, en effet, les données disqualifient les comètes comme source d'eau de la planète et du coup, les scientifiques pensent aux astéroïdes, puisque la composition des astéroïdes a déjà été analysée auparavant et ces molécules d'eau sont pratiquement identiques à celles que l'on retrouve sur la planète Terre. D'accord, donc l'eau ne viendrait pas justement des comètes, est-ce qu'on a expliqué là, il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a eu d'autres découvertes importantes avec justement Rosetta? Oui, alors d'une part, la composition chimique des molécules d'eau donne quand même une information importante puisque ça disqualifie l'hypothèse des comètes. Et également, cette mission a permis de fournir des données exceptionnelles sur le paysage de la comète, puisque n'oublions pas tout de même que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a la chance de voir de près à quoi ressemble un truc pareil, une comète, quoi. En tout cas, vu depuis la Terre, franchement, une comète, c'est super beau à voir. Oui. Mais de près, c'est vrai que j'ai aucune idée de quoi ça ressemble, en fait. À quoi ça ressemble? En fait, personne n'en avait d'idée précise, mais il faut dire que ce n'est pas ce qu'il y a de plus accueillant, malheureusement. Ça peut ressembler à ça, par endroits, ce que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Donc voilà, un paysage assez aride et triste, mais on peut tout de même noter la qualité exceptionnelle de la photographie et ne pas oublier que cela se déroule à 510 millions de kilomètres de nous. Donc voilà, le paysage n'est pas forcément très accueillant, mais les scientifiques ont pu observer une très grande variété de structures. On y retrouve des puits, des falaises, des sortes de boules, des fractures, des plaines, des dunes aussi, ce qui est assez étonnant étant donné qu'il n'y a ni atmosphère ni vent sur la comète. Et les scientifiques arrivent à expliquer ces structures ou pas? Alors, on en est encore aux hypothèses pour l'instant. Pour ce qui est des dunes, par exemple, les astrophysiciens estiment qu'à mesure en fait, que la comète s'approche du Soleil, eh bien, des grains de poussière de la comète sont éjectés et certains sont projetés dans l'espace, mais ceux qui n'auraient pas une vitesse suffisante retomberaient en fait et finiraient par s'accumuler pour former les dunes. Alors, ça fait beaucoup de conditionnels, je vous l'accorde en effet, mais bon, on en est là. C'est pareil pour toutes les structures qu'on a pu observer, aucune certitude pour l'instant, que des hypothèses. Et comme tu le dis, ça fait beaucoup de mystères tout ça encore. Et oui, et ça concerne juste une petite comète dans l'immensité de l'univers. T'imagines tout ce qu'on ne sait pas sur ce qui nous entoure, l'énergie sombre et la matière noire par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les scientifiques tentent d'en savoir plus justement. On va regarder ça avec quelques nouvelles de l'espace, le côté sombre de l'univers. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Space. C'est incroyable de penser que ce que l'on voit autour de nous, de la planète Terre aux lointaines galaxies, ne représente que 5% de l'univers. Le reste n'est qu'énergie noire ou matière sombre. Nous voici au CERN pour tenter d'en savoir davantage, mais d'abord d'autres nouvelles de l'univers. Le véhicule expérimental intermédiaire de l'Agence spatiale européenne, le IXV, est prêt pour le lancement prévu le 11 février prochain. But de la mission, tester les nouvelles technologies européennes de rentrée atmosphérique. Étape cruciale pour le Trace Gas Orbiter de la mission ExoMars 2016, l'orbiteur TGO s'apprête en effet à subir une série de tests de résistance aux vibrations en France. Cette mission a pour vocation l'étude de l'environnement martien. Enfin, un nouveau système de surveillance et de suivi satellitaire des navires est désormais disponible. Objectif, lutter en temps réel ou presque contre la pêche illégale. Alors, que savons-nous au juste sur l'énergie sombre et la matière noire? Voici quelques éléments de réponse.
La réponse est simple, nous ne savons pas grand-chose au sujet de la matière noire et encore moins au sujet de l'énergie sombre, mais cela pourrait bien changer prochainement. Nous voici au CERN où l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire abrite l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde, le Grand Collisionneur de Hadron ou LHC. Il y a 3 ans, c'est lui qui a détecté le boson de Higgs. Cette année, il est prêt pour d'autres prouesses. Nous espérons pouvoir faire des découvertes dès les premières semaines, voire dès les premiers jours après le redémarrage du LHC. La raison de cet optimisme, le Grand Collisionneur va pour la première fois tourner à plein régime et donc être en mesure d'identifier de la matière noire. L'augmentation pratiquement d'un facteur 2 de l'énergie du LHC nous offre toutes sortes de possibilités pour découvrir des particules de matière noire. Selon nous, leur masse pourrait être 1000 fois supérieure à celle d'un proton, ou si vous préférez, environ 10 fois celle du boson de Higgs. Et cette année, le LHC devrait nous permettre, pour la première fois, de produire ces particules. Une telle découverte aura des implications sur le cosmos, car tout, des planètes aux étoiles en passant par les galaxies, est sous l'influence de la matière noire et de l'énergie sombre. Mais le LHC ne sera pas le seul artisan de cette prouesse scientifique. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, travaille à l'élaboration d'un télescope spatial baptisé Euclide et dont la tâche sera de sonder l'univers à grande échelle. Je travaille sur la mission Euclide. Il s'agit de cartographier et d'explorer l'univers à la recherche de matière noire et d'énergie sombre. Il s'agit aussi d'examiner ces particules présentes dans l'univers. Et c'est pour cela que nous construisons ce télescope de haute précision. Euclide doit étudier l'action de la gravitation de la matière noire sur les galaxies et comment cette matière noire contribue à l'expansion de notre univers. Lorsque nous observons le ciel et que nous prenons un cliché, nous stoppons tout, y compris les roues de réaction. La seule façon de corriger les éventuels mouvements du satellite, c'est d'utiliser des gaz froids, car ces gaz n'entraînent aucune déformation des images. Et nous voulons les clichés les plus nets. Les télescopes spatiaux et les accélérateurs de particules sont les outils utilisés par les scientifiques pour étudier l'énergie noire et la matière sombre. Et ce qu'ils ont découvert est tout simplement extraordinaire. La totalité de la matière ordinaire représente juste 5% de l'univers. Écoutez plutôt. On sait maintenant qu'environ 68% de l'univers est constitué d'énergie sombre, une composante mystérieuse qui est responsable d'une expansion de l'univers de plus en plus rapide. Ensuite, on a mesuré l'abondance de la matière sombre dans l'univers autour de 27% de son énergie totale. 27% est constitué de matière sombre qui est responsable notamment des mouvements des étoiles au sein des galaxies. Et finalement, environ 5% est constitué de matière ordinaire. Plus extraordinaire encore, la proportion d'énergie sombre ne cesse d'augmenter. Il est intéressant de constater qu'il y a de plus en plus d'énergie sombre. Pourquoi ? Parce que notre univers est en expansion. De ce fait, il y a de plus en plus d'énergie sombre dans l'univers. S'agissant de la matière ordinaire et de la matière noire, elles ne sont pas en expansion, elles se diluent. Donc, la proportion d'énergie sombre comparée à la matière noire et à la matière ordinaire est en constante augmentation. Plus l'univers augmente, plus il gagne en volume. Il y a donc plus d'espace disponible pour l'énergie sombre. La matière noire et l'énergie sombre sont deux éléments a priori différents, à ne pas confondre donc. Ils sont à l'origine de bien des énigmes cosmiques. Des modèles ont été proposés dans lesquels il y a une unification entre l'énergie noire et la matière noire. Dans notre niveau actuel de compréhension, mon opinion personnelle est que vouloir créer un lien entre les deux crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Pour autant, nous progressons peu à peu. Concernant la matière noire, les scientifiques sont raisonnablement sûrs qu'il s'agit d'une sorte de particules mystérieuses qu'ils finiront bientôt par identifier.
J'espère que dans 10 ans, nous regarderons la décennie écoulée et que nous dirons « c'est pendant cette décennie que nous avons percé le mystère de la matière noire ». Maintenant, les physiciens des particules et les cosmologistes vont devoir travailler main dans la main. Le grand collisionneur de hadrons est prêt à reprendre du service. Prochainement, il va se remettre à générer des collisions de protons à une énergie jamais atteinte, créant ainsi de nouvelles particules. Nous avons besoin de trouver quelque chose. Nous savons qu'il y a quelque chose à trouver, même si nous ne savons pas exactement quoi. Les questions ne manquent pas. Il faut trouver des réponses à ces questions. Et nous sommes pratiquement sûrs que le LHC peut répondre à certaines de ces questions, voire à toutes les questions. Mais ça, c'est moins sûr. Dans les entrailles du CERN, comme dans l'espace, des machines extraordinaires tentent de percer le mystère de la matière noire, de l'énergie sombre et plus largement de l'univers dans son ensemble. Et bien voilà, finalement, on n'en sait pas plus sur les mystères de l'univers. Et puis ça demande beaucoup de questions. Espérons qu'on aura de plus en plus de réponses. Et du côté de Rosetta, c'est quoi la suite de l'aventure? Alors, du côté de Rosetta, le 14 février a été une date importante. Non pas parce que c'était la Saint-Valentin, ça n'a absolument aucune importance dans l'espace. Les particules SEM, oui, peut-être aussi. Mais tout simplement parce que ce jour-là, eh bien, Rosetta a survolé la comète Chury à l'altitude exceptionnellement basse de 6 km. Alors la trajectoire a été établie en amont pour permettre en fait aux 11 instruments qui sont embarqués à bord de la sonde Rosetta de fonctionner tour à tour pour optimiser en fait la quantité de données scientifiques récoltées. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent justement avec ce survol? Alors certains outils vont avoir besoin d'une vision d'ensemble de la comète et d'autres au contraire ont profité de ce survol au plus près de la surface du sol pour étudier les particules qui sont fraîchement éjectées puis bien sûr récupérer des échantillons. Alors les scientifiques ont découpé en fait la comète en plusieurs régions que vous allez pouvoir voir dans un instant. Donc ils les ont baptisées avec des noms de divinités égyptiennes, hein, vous pouvez le voir. Et le survol en fait il s'est fait au-dessus de la région Imhotep. Elle se trouve en bas à gauche de votre écran. Donc elle est située sur le plus gros des 2 lobes de la comète en fait. Alors pourquoi avoir choisi cette région? Alors en fait selon les équipes en charge de la mission, c'est une région qui est particulièrement active. Du coup le passage en Rasmot est censé permettre de passer dans un nuage de particules, ce qui est idéal d'une part bien pour récupérer des échantillons, et puis d'autre part pour observer comment la matière est éjectée par Chury sous l'effet du soleil, et puis ensuite comment ces particules sont modifiées sous l'effet du rayonnement solaire. En tout cas, ces mesures sont bien entendu exceptionnelles, puisqu'ensuite il faudra attendre jusqu'en 2016 pour que la comète passe aussi près de ce qu'elle a fait ce 14 février. Il faudra attendre qu'elle passe en fait de l'autre côté du soleil pour pouvoir refaire ça. D'accord, voilà. Il fallait saisir justement l'occasion. Ah oui, c'est clair. Alors, ils ont aussi réalisé, bien sûr, des nombreux clichés dans des conditions idéales avec le soleil dans le dos, ce qui pourrait permettre aux équipes de compléter leurs informations concernant l'étude de la surface de Chury. Je vous donnerai bien entendu des nouvelles de ces résultats dès que je les aurai. Ok, ça marche. Et avant justement de se quitter, on a des nouvelles du petit robot là qui avait été lâché à la surface de la comète. Philae, le petit robot. Alors lui, depuis son atterrissage un peu chaotique que je vous avais relaté en plateau, eh bien on ne sait toujours pas exactement où il est. On l'a perdu, le robot. Ah bon? Alors bon, il a quand même pu transmettre des données scientifiques avant que ses batteries tombent à plat, heureusement, mais pour l'instant, eh bien, on ne l'a toujours pas localisé précisément. Les scientifiques ont déterminé une zone où il se trouve, mais on ne le voit pas. Il est trop petit en fait pour être observé depuis la sonde. Okay. Alors, il avait été question en fait de modifier la trajectoire de Rosetta pour ce survol en Rasmot, pour essayer justement de localiser Philae, mais après plusieurs semaines de débat, eh bien, la décision a été prise de ne pas modifier le planning opérationnel de la sonde spatiale. Trop d'investissement pour trop peu de chances de réussite. Bon, et bien Philae, quand tu vas te réveiller, tu nous fais signe. Bon, il faut recharger tout de même ses batteries. Merci Mara. Merci à toi Élise. Et puis tout espoir n'est pas perdu. On va peut-être le retrouver, notre Philae. Bon, au revoir à tous. Aussi. Allez, on retrouve Chloé pour notre rubrique Demandez le programme.
Bonjour Chloé. Salut Lise, salut à tous. Et voilà, je reviens à ma chronique. Je voulais remercier Davina d'avoir pris le relais de ma chronique pendant que j'assurais l'animation de la quotidienne. Mais je pense que tu as oublié quelqu'un, tu as oublié Jamie aussi. Oui, c'est vrai, Jamie aussi la semaine dernière a présenté, demandé le programme. Ouais. Merci à Jamie aussi qui s'est bien prêté au rôle, quoi. Et puis Chloé, ça fait quoi de passer de l'autre côté quand même? Alors je dois dire que j'ai vraiment apprécié, même si c'est pas de tout repos, c'est clair. Là, j'ai vraiment un maximum de respect pour toi, Elise, parce que c'est quand même du boulot. Mais en tout cas, ça a été une super expérience. Bon, je peux repartir en congé alors. Quand tu veux. Je te laisse la place. Quand tu veux, j'espère que les téléspectateurs ont apprécié aussi. Oui, je pense qu'ils ont apprécié. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir au cinéma? Alors, on commence avec une sortie événement. Les fans attendent ce moment avec impatience. Je parle de la sortie du film de Sam Taylor Johnson, 50 nuances de Grey. Adaptation donc du roman best-seller de Erika Leonard James, qui a d'ailleurs bénéficié de la part de Universal d'un contrôle très rare sur le film pour une adaptation. Et d'ailleurs, je me souviens que les fans n'étaient pas très convaincus par le choix des acteurs au début. Oui, alors le choix portait au départ sur le duo Dakota Johnson-Charlie Hunnam, que l'on connaît sous le nom de Jax dans la série Sons of Anarchy. Donc les fans ont décidé de carrément lancer une pétition sur la toile, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce choix. Donc pour eux, ils voulaient que ce soit Matt Bomer et Alexis Bledel, que vous voyez à l'écran, vous voulez que ce soit eux qui tiennent les deux rôles principaux. Et puis donc en 2013, quelques semaines juste avant le début du tournage, Universal a annoncé que Charlie Hunnam ne faisait plus partie du casting et que c'est donc Jamie Dornan qui a accepté le rôle quelques jours après, toujours donc avec l'actrice Dakota Johnson dans le rôle féminin. Et il me semble qu'à l'origine, ce roman n'en était pas vraiment un. Oui, tu as tout à fait raison, Elise. 50 nuances de Grey, à l'origine, c'était une fan-fiction intitulée Masters of the Universe, écrite donc par E.L. James, qui mettait en scène Bella Swan et Edward Cullen, les deux personnages principaux de la saga Twilight. Alors une fanfiction, c'est en fait un récit que certains fans écrivent pour prolonger, pour améliorer ou même complètement imaginer une autre histoire, transformer un produit médiatique qu'ils affectionnent. Donc ça peut être un film, ça peut être une série, un roman, un manga, un jeu vidéo, etc. Et donc suite à cette histoire, l'auteur a reçu de nombreuses critiques sur cette fanfiction et elle a donc décidé de la retirer d'Internet, ce qu'elle avait mis sur Internet à la base, et puis d'écrire carrément un roman avec de vrais personnages principaux, comme on peut le voir sur la photo qui va apparaître. Donc c'est l'auteur du roman, E.L. James. Et cette fanfiction est donc devenu le roman 50 nuances de Grey, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, dès sa sortie dévoilée en juillet dernier, la bande-annonce s'est révélée être un véritable carton, puisqu'elle a été visionnée plus de 100 millions de fois, soit l'équivalent du nombre de livres vendus, ce qui est donc devenu un record en fait en la matière. Alors, c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit, comme tu le dis. Alors, comment expliquer un tel succès, Chloé? Eh bien, Elise, son succès, il le doit principalement à son genre, puisqu'il s'agit d'une romance érotique. Et oui, alors c'est une trilogie, donc en 3 tomes, qui retrace donc l'histoire d'une jeune diplômée en littérature. Elle s'appelle Anastasia Steele. Et l'histoire aussi d'un homme d'affaires qui s'appelle Christian Grey, d'où le titre. Et donc, elle contient des scènes explicitement érotiques qui mettent en vedette donc des éléments de pratique sexuelle qui impliquent donc la servitude, la discipline et puis différentes déclinaisons du sadomasochisme. Ah oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Et du coup, est-ce que l'adaptation ciné est soumise à des restrictions? Oui, alors oui, il y a des restrictions. Alors pour la France, la commission de classification du CNC, le Centre national du cinéma, a rendu donc son verdict au début du mois et 50 nuances de Grey ne sera finalement interdit qu'au moins de 12 ans seulement. Qu'au moins de 12 ans. Alors c'est une décision qui est plutôt clémente en fait, puisque en fait cette adaptation, elle s'est vue administrer un R aux États-Unis. Alors un R, ça veut dire interdit au moins de 17 ans, non accompagné par un adulte. Et puis une interdiction totale en Malaisie, qui ont carrément jugé le film trop pornographique. Voilà, donc dans une interview accordée à Première, le président de la commission, Jean-François Marie, a justifié donc ce moins de 12 ans par la simple existence de ce rapport sadomasochiste dans un schéma de romance somme toute assez classique et qui ne compte qu'un petit nombre de scènes à caractère sexuel. Donc il appartient désormais à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, de valider ou non cette interdiction avant la sortie en salle qui est prévue donc aujourd'hui ici au pays. Alors pour te donner un ordre d'idée, donc en Malaisie ça a été complètement interdit dans les salles. En Nouvelle-Zélande, juste à côté, tout comme au Royaume-Uni, c'est interdit aux moins de 18 ans. Au Canada aussi, moins de 18 ans. En Australie,
c'est interdit aux moins de 15 ans, non accompagné par une personne détenant l'autorité parentale. Et il n'y a qu'en France où il est interdit juste aux moins de 12 ans. Alors, une question que je me pose, hein, bien sûr, je pense que le public aussi, même toi, se pose aussi, c'est comment, on va dire, comment ils font les acteurs hein, quand ils doivent tourner des scènes nues. Ça doit être gênant hein, comme situation quand tu es entouré de caméramans, de scripteurs qui te regardent comme ça. Ça doit être excité tous les jours. C'est vrai que je me suis toujours demandé comment ça se passe, parce qu'en fait, nous, on voit juste ce qui se passe dans la scène, mais tout autour, il y a toute une équipe technique. Donc, premièrement, alors l'acteur Jamie Dornan, hein, le rôle principal, lui, il a déclaré ne pas avoir voulu être filmé totalement nu. Pour lui, donc, il ne fallait pas montrer la nudité, il fallait juste la suggérer un petit peu pour attirer le public, ce qui n'est pas faux, à mon avis. Et puis, donc, la réalisatrice Sam Taylor-Johnson a également pris la décision de tourner toutes les scènes de sexe pendant les 2 dernières semaines de tournage. Voilà, pour éviter en fait que les acteurs soient gênés, hein, pour leur permettre de tourner tout le film de manière plutôt légère, qu'ils soient plutôt à l'aise, et puis toutes les scènes gênantes à la fin du tournage, voilà. Mais j'imagine que ça doit être quand même très très embarrassant. Et puis il paraît aussi que Jamie Dornan, hein, qui voulait donc aider au mieux sa partenaire à l'écran, était le premier donc à la recouvrir d'une couverture à la fin d'une scène, notamment celle où elle était nue et attachée au lit. Donc dès qu'on criait coupé, il courait sur elle avec la couverture. Quel gentleman. Alors, est-ce que tu vas quand même, on va dire, nous montrer une bande-annonce? Oui, bien sûr. Elle est montrable, rassurez-vous. 50 nuances de gré. On regarde tout de suite la bande-annonce. C'est une interview pour le journal. J'ai quelques questions à poser. Monsieur Gray va vous recevoir. Il est comment? Il est poli, très intense, très brillant, extrêmement intimidant. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Et vous? J'aimerais en savoir plus sur vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi. Je vous regarde. À quoi devez-vous votre succès? Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele. Ça doit être un peu lassant. Je suis incapable de vous laisser tranquille. C'est bien. J'ai eu une enfance difficile. Vous devriez m'éviter. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Voilà, c'est chaud, c'est chaud. Chaud bouillant. Et vous aurez bien sûr reconnu Beyoncé, hein, qui nous interprète donc son titre Crazy in Love, hein, en version inédite, une version plus douce, plus sensuelle pour le film. Ok pour ce film. Et on continue avec la deuxième sortie ciné. Alors de quoi ça parle? Eh bien Elise, place à l'humour pour cette deuxième sortie. Il s'agit d'une comédie française intitulée Papa ou Maman. Premier long métrage de cinéma pour le réalisateur Martin Bourboulon, avec donc les acteurs Marina Foïs et Laurent Lafitte. Alors avec un titre pareil, on imagine un peu la thématique hein, du film. C'est une histoire de divorce, c'est ça? Oui, Elise, le pitch est assez original puisqu'effectivement, donc c'est l'histoire d'un père et d'une mère qui divorcent et qui se disputent pour ne pas avoir la garde de leurs enfants. C'est bizarre ça, bon, c'est horrible. Je sais, c'est pas très cool, mais c'est plutôt drôle, hein, c'est assez drôle. C'est donc cette idée de départ hein, qui a plu au réalisateur, une idée un petit peu dingue. Il s'est dit que ça pourrait faire un film très marrant, hein, puis aussi un petit peu romantique hein, pour le couple qui est en crise. Alors pour écrire le scénario, les scénaristes ont testé plusieurs gags sur leurs enfants directement, et puis ils leur ont aussi demandé conseil, hein, ils leur ont demandé ce qui les dérangeait par-dessus tout dans leur relation
donc avec leurs parents. Et donc les enfants ont répondu aussitôt que le pire qui pouvait arriver, c'était qu'ils leur fassent honte. C'est bien connu. Donc voilà, c'est de là qu'est née la scène par exemple où Marina Foïs s'incruste à la boum de sa fille. Eh ben oui, hein, ce genre de situation, on doit laisser sûrement, on va dire, des scènes très drôles. Ouais. D'ailleurs que nos enfants, on voit, hein, ils n'ont pas envie qu'on les laisse devant l'école, il faut les laisser, on va dire, à 100 mètres. C'est vrai que c'est la hantise de tout ado. Hein. Et oui, c'est l'eau de tout adolescent en pleine crise identitaire, hein, d'autant que les parents ont décidé de divorcer. Hein. Donc justement, pour ne pas lasser les spectateurs, les scénaristes ont aussi créé une histoire à double niveau. Alors, donc les 30 premières minutes du film sont consacré donc au couple qui ne sait pas vraiment comment annoncer à leurs enfants qu'ils vont divorcer. Donc nous on se met à leur place, hein, il se dégage une certaine empathie, on se dit les pauvres, ça ne doit pas être évident pour des parents d'annoncer ça à ses petits bouts, sans trop les déboussoler, etc. Et puis à la fin du film, en fait cette fois c'est la bagarre des parents qui est mise en scène pour justement ne pas obtenir la garde des enfants. Et là ça a déconstruit complètement toute la peine qu'on avait pour eux au début, quoi. Donc, là ça crée vraiment une situation comique et décalée, mais je vous propose plutôt de regarder la bande-annonce, c'est tout de suite. Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer... On divorce. Pardon? On divorce. Mais qui ça, on? On, lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère. C'est une blague. Réussi. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre? Absolument. Tu fais gaffe, hein? Oh, chouchotte. On a dit court, hein? Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bien. C'est trop court. Non, mais oui, mais ça allège. À moins de 2 mètres, ça fait mal. À moins d'1 mètre, oui, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Donc papa va prendre un appartement juste à côté de chez maman. Bienvenue chez nous! C'est un cauchemar. Qui t'éteint? Viens me gifler, là! Eh ben, ça t'en fera 2! Ça va, mon cœur? Tu m'aimes? Quoi? Putain! On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué quand même. Ouais, t'as raison, ils abusent. C'est abusé en effet. Effectivement, et on finit avec les autres salles de cinéma sur le territoire. Et alors à Bourail, 2 films sont à l'affiche. Comment tuer son boss 2 de Sean Anders, donc une comédie américaine déjantée où 3 apprentis entrepreneurs mettent au point un plan foireux de kidnapping afin de reprendre le contrôle de leurs entreprises. Séance aujourd'hui, demain et samedi. Aujourd'hui, demain et samedi. Et puis le deuxième film à l'affiche, Invincible, biopic réalisé par Angelina Jolie, qui retrace donc la véritable histoire du champion olympique et héros de guerre Louis Zamperini, qui est interprété ici par Jack O'Connell. Donc une séance prévue aujourd'hui et ce vendredi 20. Voilà, une bonne programmation à ne pas rater tous au cinéma. Merci Chloé. Avec plaisir Elise, merci à tous, à très bientôt. Allez, on retrouve notre amie Camille, pardon, merci Chloé pour notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, donc on parle de verre et de recyclage, c'est ça? Bonjour Elise, bonjour à tous. Alors on va parler effectivement de recyclage du verre. Alors pour commencer, petite devinette, comment fait-on du verre? Avec du sable, je pense. Oui, il y a du sable. Eh bien, ce verre, corps solide transparent est donc obtenu à partir de fusion de sable mêlé de chaux et de soude. Alors il faut savoir que le verre, eh bien, c'est la seule matière minérale solide que l'on peut produire à des dimensions et sous des formes quelconques tout en conservant eh bien, sa transparence. Je vois, mais qu'est-ce qui le compose? Eh bien, c'est très complexe. C'est parti pour un cours de chimie. Accrochez-vous. Alors, c'est composé d'oxydes formateurs, d'oxydes modificateurs et de stabilisants. Ça veut dire quoi? Les oxydes formateurs, c'est, je vais le citer le principal, c'est la silice, c'est le composant principal du verre qui représente environ 70% de masse. Si on l'augmente, eh bien, si on augmente sa
sa quantité, eh bien, ça va augmenter la dureté du verre. Et c'est quoi en fait les oxydes modificateurs? Voilà, alors en fait il y en a 3. Le numéro 1, c'est l'oxyde de sodium qui abaisse le point de fusion et donc augmente l'éclat du verre. Le numéro 2, l'oxyde de potassium qui facilite le soufflage du verre. Et encore le numéro 3, l'oxyde de magnésium qui abaisse la température de fusion et donc augmente la résistance aux agents chimiques. Et enfin, nous avons les stabilisants qui ont en fait un effet d'augmenter la solubilité à l'eau. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'oxyde de calcium, l'oxyde de zinc qui augmente l'éclat et l'élasticité, pardon, je me perds dans mes notes. L'oxyde de fer, lui, en fait, il va donner une teinte verdâtre au verre. Et enfin, l'oxyde de plomb. Voilà, merci pour ce petit cours de chimie accélérée. Alors dis-moi, le verre fabriqué par l'homme date de quelle année? Eh bien, en fait, le verre, dans son état naturel, existe depuis des centaines de milliers d'années, mais effectivement, les premiers verres fabriqués par l'homme eh bien, sont originaires de Mésopotamie, de Syrie ou encore d'Égypte. À cette époque-là, en fait, il n'y avait pas de transparence. Les verres n'étaient pas encore transparents ou translucides, ils étaient plutôt opaques et de couleur vert ou encore bleu. En tout cas, c'est intéressant, mais dis-moi, vu qu'il est utilisé comme emballage pour les boissons, les nourritures, les comestibles, les parfums ou les produits pharmaceutiques, qu'est-ce que l'on en fait après utilisation? Tu as raison, donc le verre, il joue un rôle essentiel dans tout ce qui est soutien du commerce européen, mondial, tout ça. Mais c'est vrai, et il ne faut pas l'oublier, que le verre peut être recyclé à 100% et à l'infini. Alors pour te donner un ordre d'idée, en 2014 en Europe par exemple, 11,5 millions de tonnes de verre ont été collectées, pour un taux de recyclage moyen d'environ 70%, ce qui représente 7 millions de tonnes de verre recyclés en Europe sur une année, soit, attention, 245 kilos de verre chaque seconde. Donc voilà, pour avoir un peu une idée, on peut encore faire plein d'efforts, mais en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a une personne qui a eu une idée formidable pour recycler le verre ici. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous propose de regarder tout de suite ce reportage, c'est signé Mara Lourde. J'ai une activité dans le déchet depuis déjà 6 ans et je voyais ces déchets de verre partir à l'enfouissement tout simplement. Et j'ai cherché une solution pour pouvoir le revaloriser ici à 100% localement en fait. Parce que la difficulté avec le verre, bien souvent, c'est il part vers l'industrie verrière pour la refonte, pour refaire des bouteilles. Et moi, j'ai donc trouvé un procédé pour pouvoir le recycler ici 100% localement. Il y a à peu près 5 millions de bouteilles de vin qui rentrent par an sur la Nouvelle-Calédonie. Tout le verre part à l'enfouissement. Donc il y a vraiment un réel besoin. Et là, je ne compte pas les spiritueux, les bouteilles d'eau minérale et autres. Le premier acteur, celui qui a le plus gros gisement, c'est les collectivités, c'est-à-dire que c'est nous, c'est nous consommateurs de verre. Bien sûr, moi j'attends justement une réelle motivation et volonté des collectivités, parce que sans elles, je ne pourrais pas toucher tout le gisement du déchet de verre ménager. Ensuite, il y a les industriels où il y a quand même un déchet qui est assez important. Et par contre, moi, je les touche là directement. J'ai trouvé un procédé innovant pour la Nouvelle-Calédonie, mais qui existe déjà ailleurs, j'ai rien inventé. Donc je le transforme en agrégats, donc en différentes granulométries qui vont servir à différentes utilisations. Donc le BTP, en mélange à béton, etc. Tout le secteur routier en sous-couche routière, parce qu'on peut transformer, on peut mélanger des sous-couches routières à 20% à peu près d'agrégats de verre. Ça se fait ailleurs. Ensuite, tout ce qui est VRD, ça veut dire
tout ce qui est canalisation, rembais de canalisation, etc. Après, il y a des utilisations en filtration à piscine, drainage, décoration ornementale, voilà, sous-couche routière et autres, quoi. Là, c'est la trémie de chargement où on déverse tout le déchet de verre. Ensuite, il monte, il part sur un convoyeur. Ensuite, il tombe dans la tête de pulvérisation. Et là, il ressort en fin de course sur les différentes granulométries. C'est une machine qui travaille à 2 tonnes par heure. Moi, aujourd'hui, je démarre, donc j'ai un gisement aujourd'hui où j'ai un gisement qui arrive avec à peu près 10 tonnes par mois. C'est que le début. J'espère que ça va être un petit peu plus. Donc ma machine a une capacité de 2 tonnes par heure. Donc si elle tourne 8 heures, elle va faire 16 tonnes par heure, par jour. Là, il tombe en 2 granulométries, une plus grosse et une toute mélangée. Ensuite, là, j'ai des tamis complémentaires qui vont arriver et où là, je vais pouvoir sortir à peu près encore 4-5 granulométries supplémentaires, justement pour pallier aux demandes que j'ai localement, notamment pour les sableurs, les cimentiers, etc. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces activités, elles importent le sable, et notamment du sable de verre, de nos pays voisins qui viennent ici. Donc, si moi je peux répondre à leurs demandes localement, c'est quand même un grand pas. Après, moi j'ai des demandes particulières, hein. J'ai des personnes qui veulent du transparent, des personnes qui veulent du panaché, voilà, pour des décorations ornementales ou béton poli, sol, etc., quoi. Moi, j'ai des golfs là aujourd'hui qui sont intéressés parce que le golf est un gros consommateur de sable. On peut faire des mélanges de couleurs. J'ai ma première, une commune de la province sud qui m'a commandé du verre pour faire des trottoirs. Donc voilà, ça démarre, quoi. C'est à la demande du client et des différents secteurs d'activité, quoi, en fait. Moi, j'essaie de m'adapter à toutes ces demandes-là et justement d'améliorer mon produit, quoi. L'avantage des entreprises, c'est de pouvoir participer. Moi, c'est mon cheval de bataille, hein, c'est participer à l'environnement, d'avoir une démarche éco-responsable. C'est un produit qu'on utilise déjà depuis des dizaines d'années chez nos pays voisins et voire même en Europe. Donc pourquoi pas l'utiliser ici? Le résultat est le même. Au niveau tarif, j'essaie d'être compétitif sur le marché par rapport à ce qui se fait ici. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai surtout un tout petit gisement de la province sud. C'est après pouvoir développer sur l'ensemble de l'île et des îles. Marais, Lifou, Ouvéa, etc. Je sais que là, il y a quand même un gros problème de déchets. L'acheminement est difficile, le transport coûte cher. Donc moi, c'est développer ce procédé-là, pourquoi pas sur une île, pour éviter un coût de transport qui est quand même énorme. Et c'est ça en général qui bloque. Tout le monde doit participer, tout le monde doit payer. Donc si on peut trouver des solutions où on participe tous, mais à un coût un petit peu, où on peut quand même réduire ce coût, voilà. Moi, ça, c'est mon objectif futur sur 2015. Et voilà. J'espère que par le recyclage du déchet de verre, par la revalorisation du déchet de verre ici 100% localement,
je souhaite et j'espère que les mentalités vont plus facilement se projeter et s'identifier dans le déchet, dans la valorisation du déchet, mais en général. Je ne parle pas que du verre, je parle aussi du plastique, de l'aluminium, etc., du déchet dangereux, etc. Je voudrais que ces mentalités-là changent et du fait que moi, j'arrive à revaloriser un déchet 100% localement, que les mentalités évoluent à ce niveau-là, mais pour le déchet en globalité, en fait. Voilà, donc une bien belle idée hein, qu'on a vue dans ce reportage ici. On ne recycle pas le verre. Ça met combien de temps en fait pour se décomposer? Eh bien, c'est énorme. C'est entre 3 à 4 millénaires pour se décomposer dans la nature. Mais il faut savoir qu'on a quand même des bonnes nouvelles dans cette chronique. Le verre, pour fabriquer par exemple un verre neuf à partir de verre recyclé, eh bien, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Par exemple, pour 1 tonne de verre recyclé, eh bien, ça permet d'économiser une demi-tonne de CO2. Donc c'est quand même intéressant. Donc recyclons. Alors justement, qui est le champion européen de la collecte pour le recyclage du verre? Eh bien, le champion européen pour la collecte du recyclage du verre, eh bien, c'est la Belgique. Les Belges, en fait, collectent la quasi-totalité de leur verre pour le recycler, soit 96% de leur verre est recyclé. Mais attention, quand on dit il faut recycler le verre, on ne peut pas tout recycler. C'est-à-dire que les belles assiettes transparentes, un peu en verre qu'on a à la maison, eh bien, finalement, ce n'est pas du verre. En vérité, c'est une céramique transparente qui fond à une température beaucoup plus élevée que le verre. Donc, attention, ça ne se recycle pas de la même façon. Il y a d'autres d'autres objets comme celui-ci qui sont difficiles, qui ne sont pas recyclés de la même manière. C'est par exemple les morceaux de vitres cassées, ça ne se recycle pas de la même façon. Les miroirs, les ampoules, les plateaux de micro-ondes, les néons, tout ça, ça ne se recycle pas comme le verre. Donc mettons d'abord dans nos bacs les bouteilles en verre. D'accord, ben merci pour ces précisions et puis j'espère qu'on a informé nos chers téléspectateurs. Merci Camille de nous avoir parlé du recyclage du verre. Élise, à bientôt. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Donc je vous retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.